11 pays africains ont signé dimanche à Addis Abeba l'accord cadre sur la paix en RDC, un accord qui interdit aux pays voisins de la RDC de soutenir les groupes rebelles dans le Kivu. Les enjeux de cet accord, on en parle dans ce journal. Et puis dans cette édition, nous allons également parler de deux factions rivales qui viennent de voir le jour au sein du mouvement rebelle de M23. Elles se sont affrontées dimanche dans le territoire de Rutshuru, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Le bilan fait état de 10 morts. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs, bienvenue à tous. Vous le savez, c'est depuis dimanche que l'accord cadre sur la paix en RDC a été signé par 11 pays africains. Un accord qui interdit, entre autres certains pays voisins de la RDC, de soutenir les groupes rebelles dans le Kivu. Les chefs d'État présents à Addis Abeba se sont également engagés à s'impliquer au rétablissement de l'autorité de l'État dans l'est du pays. Le tout avec la participation de l'ONU, initiatrice mais aussi signataire de cet accord. L'accord cadre signé par 11 pays africains visant tous les retours de la paix dans l'est de la RDC, en proie à une insécurité quasi permanente causée par des groupes armés nationaux et étrangers. Il enjoint les pays de la région à ne pas tolérer ni porter assistance ou soutien à aucune forme de groupes armés en RDC. Le Rwanda et l'Ouganda ont été accusés dans des rapports de l'ONU de soutenir la rébellion du M23, mais ne l'ont jamais reconnue. Mais pour le président rwandais Paul Kagame, cet accord cadre est une étape cruciale de franchie. Cet accord cadre constitue une étape importante ainsi qu'une opportunité nous permettant de réaffirmer notre engagement à la paix régionale. J'ai l'accueil de tout cœur. L'ONU, à l'initiative de cet accord, compte déployer une nouvelle force au mandat plus offensif. L'organisation parie sur la bonne voie des pays de la région. Il est temps, plus que temps, que nous tournions définitivement le dos à cette logique d'un autre âge fondée sur la loi de la force plutôt que sur la force de la loi, qui confond vengeance et justice et qui autorise le plaignant à rendre des sentences dans sa propre cause et à les exécuter lui-même. Cet accord n'est que le début d'une approche globale qui nécessitera un engagement soutenu de la part de la communauté internationale. Un énième accord signé sur les conflits dans la région est de la RDC. Il semble, aux yeux des nombreux chefs d'État présents à ces assises, plus réaliste. Il fera peut-être oublier à la population congolaise les précédents espoirs déçus. Et par rapport à cet accord, les réactions se multiplient. En tout cas, la classe politique congolaise reste divisée à ce sujet. Si certains saluent la signature de cet accord et d'autres trouvent que c'est insuffisant, estimant que cet accord devrait sanctionner formellement le Rwanda et l'Ouganda qui, selon leur ENADOC, sont à la base de l'instabilité dans la région des Grands Lacs. Il est temps. Au-delà du caractère politique de cet accord, c'est les populations de toute la région des Grands Lacs qui voient enfin leur soulagement au regard des engagements fermes pris par tous les États de la région. Mais c'est plus celle de l'Est de la RDC, où les conflits armés sont incessants et qui en paient le plus lourd tribut. Dans la capitale Kinshasa, nombreux ont tout de même salué. Mais dans la classe politique, c'est plutôt un positivisme prudent. Certains trouvent que l'accord à lui-même ne suffit pas. C'est bon cet accord. Parce que si cela peut permettre à ceux qui nous agressent de se retirer, c'est une bonne chose. Moi, je peux vous dire sincèrement, en tant que député de la majorité, je me sens en quelque sorte diminué par les termes de cet accord. Ce qui aurait dû être fait, nonobstant certaines considérations d'ordre diplomatique, c'est par exemple d'afficher sur cet accord qu'il a été établi par les rapports des experts de l'ONU que la RDC a été déstabilisée par son voisin Rwanda. Dans la salle à Addis Abeba, le Rwanda et l'Ouganda étaient bien présents. Ces deux pays dont l'implication n'est plus approuvée dans l'instabilité de l'Est de la RDC, selon les réseaux nationaux des organisations de défense des droits de l'homme, qui d'emblée n'attend rien de cet accord. C'est un accord qui malheureusement n'a pas de valeur ajoutée par rapport au pacte sur la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs, qui a été signé le 16 décembre 2006 à Nairobi. L'organisation déplore des violations massives des droits de l'homme enregistrées dans l'Est de la RDC, qui l'imputent à ces deux pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU avait annoncé le déploiement dans les prochains jours des drones pour surveiller les frontières est de la RDC, par où passeraient régulièrement les soutiens de ces deux pays au groupe rebelle. Et pendant ce temps, au sein du mouvement rebelle du M23, les violences sont loin de s'accorder. Deux factions rivales ont déjà vu le jour au sein du mouvement et se sont affrontées dimanche dans le territoire de Rutshuru, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Le bilan fait état de 10 morts.
Les nouvelles à l'Assemblée nationale, son président Obaminaku a reçu les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que les groupes parlementaires ADER et PANADER. Les ambassadeurs ont tous salué l'initiative du dialogue national voulu par le chef de l'État, Joseph Kabila, en vue de la cohésion nationale en RDC. Les ambassadeurs des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité soutiennent l'initiative du dialogue national envisagée par le chef de l'État, Joseph Kabila. C'est aux Congolais eux-mêmes, et à commencer par les autorités congolaises, de décider effectivement de ce qu'elles veulent et souhaitent faire et organiser, à quel résultat elles souhaitent aboutir. Nous sommes là pour observer les choses et s'informer de la meilleure façon possible. Et nous ne sommes pas partis au processus, nous ne sommes pas intervenants et on n'a donc pas d'avis à donner sur quel doit être le format, l'objectif ou la manière ou la durée ou l'objectif de la réunion en question. Pour ces ambassadeurs, l'accord de paix signé à Addis Abeba est une avancée significative pour les retours de la paix dans la partie est de la RDC et dans la sous-région des Grands Lacs. C'est une excellente nouvelle parce que un accord qui a pour objet et objectif de traiter des causes fondamentales des crises répétées, récurrentes à l'est du Congo représente forcément un espoir, d'autant qu'il a été porté par le secrétaire général des Nations Unies, que 11 chefs d'État l'ont signé, que 4 organisations internationales en sont garantes. Poursuivant les consultations politiques, Obaminaku a conféré également avec les groupes parlementaires Alliance des démocrates républicains, regroupant plusieurs partis politiques dont l'INAFEC de Kyungu-Wakumwanda et l'INADEF de Mwando Simba, ainsi que le PANADER. L'objectif final de ces dialogues voulus par le chef de l'État Joseph Kabila, la cohésion nationale pour faire échec au plan de balkanisation de la République démocratique du Congo. La troïka politique, on en parle dans ce journal. Vous le savez, le Premier ministre Matata Ponyo a réuni autour de lui les différents membres qui composent cette organisation gouvernementale de manière hebdomadaire. Et ce lundi 25 février, il était encore question de faire une étude évaluative sur l'économie du pays. La troïka a aussi réfléchi sur la manière d'approvisionner Kinshasa en produits alimentaires de première nécessité. Et puis la Direction générale des impôts s'engage à consolider les réformes entreprises en 2012 et à atteindre les assignations de 2013 fixées à 2,476 milliards francs congolais, soit 27,51 millions de dollars américains. Son directeur général, Dieudonné Lokadi, l'a indiqué tout récemment en présence du vice-ministre des Finances lors de la clôture du séminaire de ses directeurs organisé du 20 au 23 février à Kinshasa, un séminaire marqué par plusieurs moments forts dans la lecture des 12 résolutions qui en ressortent. Et les réflexions ici ont porté sur la consolidation des réformes en matière fiscale et la réalisation des assignations de l'exercice 2013. Les participants ont fait l'évaluation des résolutions du séminaire de directeurs des impôts de mars de l'année dernière relatives aux questions administratives et financières, fiscales et des réformes ainsi que de l'exécution des prévisions budgétaires de ce même exercice. L'objectif étant de faire mieux cette année. Animés par d'éminentes personnalités, toutes au cadre de la DGI, les échanges ont été riches au point de rappeler à certains directeurs, en cas d'oubli, que l'objectif 2013 reste plus de mobilisation des recettes. L'essentiel des résolutions prises rencontre effectivement la préoccupation du gouvernement de voir la Direction générale des impôts atteindre en 2013 l'objectif de doublement des recettes réalisées en 2012 à travers notamment la lutte contre la fraude, la corruption et autres antivaleurs que votre programme d'activité a pris en compte pour consolider ces activités de l'année en cours. Pour relever ce défi annuel, l'administration fiscale de la RDC entend renforcer sa lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, particulièrement en matière de la taxe sur la valeur ajoutée. Pour une année 2013 d'atteindre des objectifs, les responsables de la DGI entendent notamment partir de la maîtrise du répertoire des contribuables à la rationalisation des missions de contrôle fiscal au premier comme au second degré, mais également à l'informatisation des différents services et à la régulation de la situation administrative du personnel. Santé, la problématique du contrôle de la rougeole en République démocratique du Congo, c'est le thème de la journée scientifique organisée ce lundi 25 février par l'Organisation mondiale pour la santé et le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire en collaboration avec la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. L'objectif est de réfléchir mais aussi d'échanger entre les acteurs intervenant dans le secteur de la santé pour contribuer aux efforts de l'élimination de la rougeole en RDC. À l'issue de cette journée, plusieurs recommandations idoines seront
interpellations formulées à l'endroit des autorités afin d'assurer le contrôle de cette maladie qui constitue l'une des causes de mortalité infantile en RDC. Et en culture, la 85e cérémonie des Oscars de l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma des États-Unis a eu lieu le 24 février au Dolby Theatre de Los Angeles et a récompensé les films sortis en 2012. Bien que représenter le continent africain n'a drainé aucune récompense, mais une première tout de même dans l'histoire des soirées des Oscars qui date de 1928 qu'une épouse d'un président annonce le nom du gagnant. Une apparition remarquée et saluée de Michelle Obama. C'est un effet en duplex depuis la Maison Blanche à quelques 5000 km de Los Angeles que la First Lady a annoncé le nom de l'Oscar du meilleur film. Argo de l'acteur et réalisateur américain Ben Affleck. Le Soudan, la Somalie et la RDC étaient là pour représenter le continent africain cette année aux Oscars. Comme chaque année, la prédominance est américaine. L'Amérique qui a eu le plus prestigieux des prix du 7e art, encore en cette 85e édition. Pour les Africains, seuls ceux qui ont une liaison américaine ont eu la chance, si minime soit-elle, d'accéder aux nominations, sinon de remporter un Oscar. Le cas des 3 films africains retenus cette année. Open Heart, de Keith Davidson et Cory Shepherd Stern, nominés pour les Oscars du meilleur court-métrage documentaire d'un centre médical soudanais qui opère les enfants gratuitement. L'autre film africain, c'est Assad, l'histoire de 2 enfants somaliens réfugiés de la guerre civile dans leur pays. L'un d'eux, Assad, rêve de devenir un chanteur célèbre comme Jay-Z. Histoire émouvante et inspirée d'une histoire vraie. Le dernier, c'est Rebelle, du Québécois Kim Nguyen, qui met en scène l'expérience d'une fille de 12 ans, la Congolaise Rachel Mwanza, contrainte de devenir enfant soldat dans un conflit frappant l'Afrique centrale. Un film nominé dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère. Jusque-là, le continent noir n'a réussi à s'affirmer qu'avec 2 Oscars. D'abord en 2004 par la sud-africaine Charlize Theron pour son rôle dans Monster, ainsi que le long-métrage Tsotsi, seul film africain oscarisé en 2005, bien qu'il soit aussi l'œuvre d'un réalisateur américain. En sport, championnat d'Afrique junior de volleyball, les Léopards juniors messieurs de la spécialité affûtent leurs armes au stade des Martyrs en prévision de cette compétition prévue en Tunisie du 1er au 10 mars. Et ce lundi, ces Léopards juniors ont battu en amical retour l'équipe de force terrestre 3-7-0. C'est une équipe des Léopards qui a connu une nette progression, nous a affirmé son entraîneur, puisque battu 3-7-1 vendredi dernier, toujours en amical par la même équipe des forces terrestres en vert noir. Ce lundi, en amical retour, le respect des consignes a permis aux jeunes volleyeurs congolais de s'imposer 3-7-0 sur l'équipe des forces terrestres, ce qui rassure. En modifiant un peu nos erreurs, c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de faire un match aussi de haut niveau, d'attaquer haut et puis de faire moins des erreurs, ni en défense, ni au bloc, ni au service, ni à l'attaque. Tous ces matchs amicaux permettent à ces jeunes de préparer la Coupe d'Afrique des Nations prévue début mars en Tunisie, compétition dont les 4 demi-finalistes représenteront les continents à la Coupe du Monde de la catégorie en Turquie au mois de septembre prochain. Quand on a compris qu'on est devant nous une grande compétition qui nous attend, si nous battons la meilleure équipe du Congo et que nous sommes capables d'arracher quand même la qualification au niveau de Tunis. Il faut alors se classer en ordre utile lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les jeunes volleyeurs congolais en sont conscients d'une part et de l'autre, ils en appellent toutefois à l'implication des autorités dans ce qui les engage. Là où nous irons, c'est pour défendre la nation. Donc nous sommes prêts pour se battre. En plus, on attend aussi le gouvernement de liquider les sommes pour qu'on puisse bien voyager avec l'équipe. Seul bémol pour cette jeune équipe de Léopards Volleyball de la RDC, les déplacements des Tunisie prévus le 27 février ne rassurent pas encore. Cela s'ajoute à une préparation locale sans internement, chacun s'habillant aux entraînements comme il le veut, pourvu que le volleyball en équipe nationale garde sa raison d'être. Et puis parlons du taekwondo pour finir avec la 11e édition de l'Open d'Alexandrie qui se poursuit en Égypte jusqu'au 27 février prochain. Et les athlètes de la RDC se comportent plutôt bien.